Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Panini Comics? Eh bien, beaucoup de choses, donc j'espère bien que vous êtes bien installés parce que cette vidéo va prendre un petit peu de temps, mais ce sera pour le mieux parce qu'il y a vraiment de sacrées pépites et on n'attend pas plus de temps et on commence dès maintenant. Et cette semaine, nous avons droit à non pas un, mais deux gros omnibus de sagas cultes qui reviennent en intégralité, en tout cas partiellement cette semaine, avec notamment le très attendu The Ultimates de Mark Millar et Bryan Hitch. Ai-je encore besoin de présenter les Ultimates? Je ne sais pas trop, mais je vais m'y risquer. L'univers Ultimate, vous commencez sans doute à bien le connaître maintenant, c'est cet univers alternatif créé au début des années 2000 par Marvel pour tenter de toucher un nouveau lectorat, un nouveau public, de revitaliser un petit peu son univers en le modernisant et en le faisant commencer au début des années 2000, en rebootant totalement tous leurs personnages, au lieu de se farcir la continuité qui a cours depuis les années 60 et qui commençait déjà au début des années 2000 à être un petit peu lourd. La première saga de cet univers Ultimate, ça a été Spider-Man par Brian Michael Bendis et Mark Bagley, qui a marqué vraiment son époque, et le Spider-Man de tous horizons. Et après ça, d'autres personnages se sont vus revisiter sauce Ultimate, les Fantastic Four, les X-Men et les Avengers. Les Avengers qui dans cet univers prennent le nom des Ultimates et qui vont proposer une vision beaucoup plus noire, beaucoup plus dure, beaucoup plus réaliste de cet univers, en accord des États-Unis très marqué par un contexte post-11 septembre dont Mark Millar, le scénariste écossais à qui on doit Civil War, Old Man Logan, Kick-Ass et j'en passe et des meilleurs, va justement relire toute cette actualité américaine, tout ce bouleversement, tout cet impérialisme, notamment que les États-Unis vont avoir sur le reste du monde, notamment à la suite de la guerre d'Irak et toutes ces choses-là. Il va relire ça à partir de cet univers de super-héros et en nous proposant pas forcément les Captain America, les Thor, les Iron Man qu'on a l'habitude de connaître, mais des personnages tout à fait passionnants et intéressants qui vraiment s'ancrent dans leur époque et se font le reflet d'une certaine Amérique que Millar décrira également dans Civil War. Donc du coup, c'est vraiment un classique, c'est vraiment super chouette. C'est à la fois grandiloquent, un gros blockbuster. Bryan Hitch, qui avait déjà fait ses classes, notamment sur The Authority ou la Justice League chez DC Comics, propose vraiment des doubles planches absolument sublimes. Il y a vraiment un travail ici, il était au top de sa forme, quoi. Un travail vraiment sensationnel et qui crée vraiment un classique sur lequel l'univers cinématographique de Marvel, le fameux MCU, se basera pour beaucoup de choses, sur notamment les designs, sur Nick Fury qui dans cet univers-ci se retrouve avec la tête de Samuel L. Jackson avant qu'il soit casté pour le film, et beaucoup d'autres choses, je vous dis, vraiment très intéressant parce que Millar il se pose vraiment les questions, qui seraient ces personnages s'ils existaient vraiment, s'ils étaient dans notre monde à nous, et s'ils étaient dans notre monde à nous, Captain America, ça serait un peu un gros réac, Thor, ça serait un espèce de hippie complètement un peu déconnecté du monde, Tony Stark qui serait vraiment alcoolique, Ant-Man, on va vraiment aller beaucoup plus loin dans la psychologie du personnage et surtout dans le côté très malsain du personnage, sur les troubles identitaires de Hulk aussi, on va beaucoup s'apesantir, donc vraiment une saga sensationnelle, je vous dis, qui pour moi propose une vision comme on en a rarement eu de l'Amérique de ces années-là, l'Amérique de Bush, l'Amérique va en guerre, l'Amérique impérialiste, et c'est tout à fait passionnant et c'est vraiment génial de voir les comics commenter le monde réel, et ici ça touchait pile poil son époque et c'est malheureusement je trouve encore diablement d'actualité aujourd'hui, à mon plus grand dam. Mais voilà, The Ultimate, c'est vraiment un gros morceau de l'histoire des comics, de l'histoire de Marvel en règle générale, une saga sensationnelle que vous êtes peut-être sans doute déjà beaucoup à avoir lu, mais si vous ne vous y êtes jamais lancé, sachez que là vous avez l'intégralité de la première série, des deux premières séries pour être plus précis, scénarisées par Mark Millar et dessinées par Bryan Hitch, qui se complètent l'une l'autre. Là-dessus, on a vraiment une histoire avec un début et une fin qui se tient thématiquement et avec des parcours de personnages vraiment passionnants. Donc voilà, vraiment un comics dont je ne saurais que vous vanter mille louanges et qui est une des pierres angulaires du Marvel de ces époques-là et qui a forgé le futur de cet univers.
L'autre omnibus auquel on a droit cette semaine, lui aussi particulièrement attendu, c'est le premier omnibus dédié à Predator. Predator, ce monstre légendaire du 7e art qui a fait sa première apparition dans le film éponyme de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger, un classique, un chef-d'œuvre du cinéma d'action qui a engendré quelques suites pas forcément toutes aussi heureuses que le film original, mais qui a vu en fait son univers surtout vivre et se développer dans l'industrie du comic books, notamment au milieu des années 80. C'est l'éditeur Dark Horse Comics à qui l'on doit Hellboy, Sin City et beaucoup de comics Star Wars, qui rachète en fait la licence Predator et qui va décider de faire beaucoup de choses vraiment super cool autour en fait, de vraiment assumer le côté très série B un petit peu du Predator, cet alien qui va sur Terre et puis qui tente de se challenger en chassant différents humains plus ou moins compétents, et de donner toujours le challenge de la chasse, et de voir comment on peut projeter cet univers, ce concept-là, qui est vraiment un super concept, dans différentes tonalités, dans différents genres, dans différentes temporalités aussi, et de jouer vraiment sur tout l'imaginaire qu'a pu développer notamment le premier et deuxième film Predator, qui à son époque, sa fin, rappelez-vous, avait vraiment cultivé beaucoup de choses chez les spectateurs et spectatrices. Et ici, dans cet omnibus, on va retrouver dans l'ordre chronologique les premières aventures du Predator en comics. La plupart du temps, ça va être des petites sagas en fait, qui vont envoyer le Predator, je vous dis, à différents moments de l'histoire humaine, autant par exemple des Indiens d'Amérique, pendant la guerre de sécession, pendant justement dans des grandes villes, qui vont l'envoyer un petit peu partout, et qui vont voir comment d'autres personnages autres que Arnold Schwarzenegger vont tenter de se défaire de ce monstre belliqueux. Et ça va nous donner vraiment des trucs vraiment très cool, je vous dis. Alors très série B, c'est vraiment, vous allez voir les images qu'on vous passe dans la vidéo. C'est vraiment très représentatif des années 80 et des années 90 dans le style d'histoire et dans le style graphique, mais ça a vraiment un charme fou, c'est vraiment trop cool. Et surtout, il y a vraiment à boire et à manger, plein de choses, plein de grands auteurs qui sont passés par les comics de Predator, notamment John Arcudi qui réalise beaucoup de sagas là-dedans. John Arcudi qu'on a beaucoup retrouvé dans l'univers d'Hellboy dans les années 2000. Et en fait, ce qui est chouette avec cette grosse intégrale, ce gros omnibus, c'est que ça met tout dans l'ordre chronologique de sortie, mais qui présente aussi beaucoup de choses que nous, on n'avait jamais eu en français. Parce que si vous suivez un petit peu Original Comics et les sorties depuis quelques temps, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a quelques années, l'éditeur Vestron avait justement proposé déjà pas mal de choses autour de Predator et d'Alien, qui sont assez cousins, en comic books, mais ils n'avaient pas forcément tout proposé, et tout n'était pas forcément... par exemple, là, vous aviez les premières aventures de Predator dans ce volume-là, qui se retrouve dans ce volume-là, qui était ici en noir et blanc, et qui se retrouve en couleur dans l'omnibus. Donc vraiment super sympa, plein de bonus aussi, qui reviennent sur la création des histoires, beaucoup de design, de choses comme ça, donc qui sauront plaire à tous les fans de cette créature géniale, dont on pourrait parler des heures et des heures, le film de McTiernan, quel chef-d'œuvre, on ne s'en lasse pas. Et donc voilà, on sait que c'était un volume qui était particulièrement attendu chez nous, et on s'en réjouit, et puis on espère que ça pourra vous plaire, et que si vous ne vous l'êtes pas encore procurer, il est encore temps, parce qu'on a encore pas mal de stock. Mais je pense que si vous êtes fan un peu des années 80, des trucs justement un peu plus bourrins, films d'action, un peu Air Schwarzenegger, Stallone et tout ça, je pense que vous risquez de connaître pas mal de vous y retrouver. Et sinon, si vous êtes peut-être des lecteurs plus récents, des spectateurs ou spectatrices plus récentes, il y a aussi un côté historique qui est vraiment cool, et un côté série B surtout très assumé, qui fait diablement plaisir. Donc cet omnibus Predator, on le valide, on le conseille. En plus, Panini Comics a fait des choses assez sympas, parce que déjà, il est plutôt épais, c'est plutôt un beau morceau. Et ensuite, vous voyez, le design en fait de l'omnibus a été un petit peu changé, il est tout rouge et tout ça, avec un beau logo. Donc ça sera bien s'intégrer à votre bibliothèque, et venir rejoindre notamment
les comics Alien de la même époque, qui sont aussi réédités actuellement par Panini dans des gros omnibus, parce que comme vous le savez, Predator et Alien, avant, ça appartenait à la 20th Century Fox, qui a été racheté par Disney, donc du coup tout ce qui se retrouvait comics dérivés se retrouve maintenant chez Marvel, et donc chez Panini, chez nous. Mais voilà, ça nous permet de nous replonger dans ces sacrées époques, très fertiles en création et en idées. Mais quittons quelque peu les rééditions de grands classiques pour s'intéresser un petit peu plus aux nouveautés du présent, avec notamment la sortie du 3e volume de Venom par Ali Wing et Ram V, qui fait son grand retour ici pour un 3e volume toujours aussi passionnant et intéressant. Je vous rappelle un petit peu de contexte sur ce run-là de Venom. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la continuité directe de ce que Donny Cates avait proposé il y a maintenant quelques années, qui avait vraiment redynamisé et ressuscité le personnage de Eddie Brock et de Venom, en proposant un affrontement dantesque et épique contre le dieu des symbiotes Knull, et qui avait pris racine et qui s'était conclu dans le cataclysmique King in Black, qui voyait à la fin de ce dernier Eddie Brock devenir le nouveau roi en noir, le nouveau dieu des symbiotes, qui a la possibilité de se balader partout dans l'univers pour au contraire de son prédécesseur, aider qui le peut et qui le veut. Cependant, pour cela, Eddie, il est obligé de laisser sur Terre son fils, Dylan, qui doit tenter de faire ce qu'il peut avec Venom à ses côtés pour l'éduquer et le protéger. Mais cependant, la grande quête de Eddie Brock pour devenir le protecteur de l'univers ne va pas forcément être si simple que ça, et il va se retrouver projeté dans le temps par un ennemi très sombre et très puissant qui semble en vouloir à son statut de roi en noir. Et à partir de là, une intrigue va évoluer en parallèle entre les aventures de Dylan, qui va se faire chasser sur Terre par une espèce de congrégation d'entreprises qui souhaitent en apprendre plus sur les symbiotes, et Eddie Brock qui lui va être coincé dans le temps et va devoir combattre des adversaires tous plus puissants et imposants les uns que les autres. Ce qui est vachement satisfaisant en fait avec cette série Venom, c'est que au contraire de ce que beaucoup en fait d'auteurs font quand ils passent après un run assez culte, qui a beaucoup marqué les lecteurs, au lieu de faire un petit peu de table rase et de partir sur complètement autre chose, Ali Wing et Ram V, qui sont deux auteurs particulièrement talentueux, anglais tous les deux, ont au contraire choisi de nourrir cet univers. Les auteurs vont en effet choisir de nourrir le personnage de Venom et de se baser sur tout l'univers et tous les concepts que Donny Cates a pu mettre en place durant son passage pour proposer de nouvelles aventures, de jouer avec en fait, et c'est super satisfaisant, c'est hyper ludique de voir comment des idées qui étaient déjà prometteuses, voir comment on peut les évoluer, les faire grandir et comment on peut en révéler d'autres choses. Et ça, moi je trouve que c'est super chouette. Je trouve que c'est de plus en plus rare dans le monde du comics américain, des super-héros, où comme les runs des auteurs sont de plus en plus identifiés par les lecteurs, les auteurs ont souvent tendance en fait à vouloir vraiment s'approprier les personnages et ont un peu plus de mal, je dirais, à se réapproprier en fait ce que les autres leur ont laissé. Et donc là, c'est vraiment ce que les deux auteurs profitent sur Venom. Et moi, je trouve que c'est vraiment super chouette. En plus, c'est illustré pour ces 3 premiers volumes par le dessinateur Bryan Hitch, dont on a déjà parlé sur Ultimate, et qui est ici, alors évidemment pas aussi grandiose, qui n'est pas aussi en forme, mais qui propose quand même de sacrées planches et qui montre que c'est quand même un très grand narrateur. Il sera remplacé durant le tome 4 par le dessinateur Cafu, qu'on avait vu sur Iron Man récemment et qui avait proposé beaucoup de choses pour l'univers Valiant il y a maintenant quelques années. Donc voilà, une série Venom vraiment passionnante, un peu plus, je dirais, exigeante que la série précédente de Donny Cates, mais pas moins mauvaise. Au contraire, moi c'est un vrai plaisir de la parcourir à chaque volume et de voir quelle grande quête ces auteurs réservent à Eddie Brock et à son fils. Donc moi vraiment c'est un de mes petits coups de cœur de Marvel actuellement. Je trouve que c'est une série qui est parfois peut-être un peu chaotique parce que comme on change un petit peu de point de vue assez souvent, on peut tendance à avoir un petit peu se perdre. Moi je vous avoue que j'ai eu besoin de me replonger un petit peu dans le 2e tome pour être tout à fait à jour pour ce 3e, mais une fois qu'on est plongé dedans, mais quel bonheur de suivre cette intrigue de Venom. Donc vraiment, je vous le conseille très chaudement. Suite de série également pour
Captain America et Sam Wilson dans le deuxième volume de Captain America Symbol of Truth de Toki Onebushi et RB Silva. Cette nouvelle mouture de Captain America qui fonctionne en duo avec une série dédiée à Steve Rogers et une série dédiée à Sam Wilson qui avait été lancée au début d'année chez nous en français et qui est proprement merveilleuse et qui propose sans doute un des meilleurs trucs de Captain America de ces dernières années. Dans la série dédiée à Sam Wilson, on va s'intéresser plus ou moins à un complot mené par le frère de la Panthère Noire qui souhaite bouleverser un petit peu les équilibres internationaux, notamment à l'ONU, et pour cela il est prêt à tout pour asseoir son plan et va pas mal tourmenter notre bon Sam Wilson qui va être voir notamment son sidekick le Faucon être bien mal à l'aise par rapport à pas mal de situations et devoir compter sur le soutien de Nomad, le fils de Steve Rogers, qui fait ici son grand retour et qui vient tenter de l'aider. Une série vraiment très très chouette, deux séries vraiment qui sont super cool. Les auteurs, les nouveaux auteurs qui s'emparent de l'univers de Captain America réussissent à donner une dynamique que moi je trouve hyper appréciable avec de superbes dessins. Ici c'est notamment dessiné en grande partie, comme le premier volume, par RB Silva, qu'on avait pas mal surtout remarqué pour son travail sur les X-Men, sur House of X et Powers of Ten, et qui propose des planches vraiment sublimes et qui mettent en scène vraiment un scénario assez complexe, mais qui va nous parler de pas mal de trucs assez intéressants, notamment d'État-nation, et c'est vraiment super cool. J'ai pas forcément envie de vous en dire beaucoup plus parce que c'est un deuxième volume, mais voilà, sachez que ça reste toujours aussi chouette que la série, les deux séries en fait vont, après ces deuxièmes volumes-là, se réunir pour un crossover qui s'appelle Cold War et qui sortira, si je ne dis pas de bêtises, en début d'année prochaine et qui mettra un petit peu un terme à cette nouvelle ère de Captain America qu'ont voulu mettre en scène tous ces auteurs et ça restera vraiment assez passionnant et on a hâte de voir un petit peu tout ce que tout cela va donner. Mais après avoir visité l'univers de Venom et de Captain America, il est temps d'aller voir ce qu'il se trame du côté des X-Men avec l'arrivée non pas d'un mais de deux nouveaux Deluxe qui se déroulent durant l'ère Jonathan Hickman, l'ère Krakoa. Deux Deluxe fantastiques, notamment parce qu'il s'agit du deuxième volume de la saga X-Men, scénarisé par Jonathan Hickman en personne, avec des dessins de Mahmoud Asrar en grande partie, qui va finir de poser les bases de ce que Hickman avait en tête pour l'univers des mutants. Lui, je vous rappelle, en fait, son rôle, ça a été vraiment de lancer cet univers, de lancer ce nouveau contexte et de laisser tout un autre parterre d'auteurs et d'autrices s'amuser avec tous les concepts qu'il a inventés. Et dans ce deuxième volume d'X-Men, il termine de mettre pas mal de concepts sur la table avec lesquels on pourra se régaler dans les mois à venir pour les autres séries mutantes. Dans ce deuxième volume, faites bien attention parce que vous allez retrouver à la fois en fait la mini-série X-Men qui avait eu lieu en fait pendant le crossover Empire, qui racontait la lutte des X-Men contre les Coatis et contre l'Empire Chris Skrull, qui était scénarisé par Jonathan Hickman et la scénariste Tini Howard, qui elle se chargeait d'Excalibur. Et ensuite on va voir la fin du run de Jonathan Hickman sur la série X-Men, dessinée en grande partie par Mahmoud Asrar, avec des moments particulièrement marquant, notamment un double épisode se centrant sur Wolverine, Laura Kinney, X-23, et sur une équipe de mutants en fait qui se rendent à l'espèce de forge de Sentinelle, où c'est vraiment un des moments les plus marquants qu'on ait pu voir dans ce début de X-Men. Donc c'est vraiment super cool. Et tout le contexte en fait de ce deuxième volume va montrer en fait la transition entre deux ères, la transition entre deux auteurs, parce qu'après Jonathan Hickman, c'est le scénariste Gary Dugan qui reprendra les rênes des X-Men et surtout qui voit en fait les conséquences du grand crossover, du grand crossover Ten of Swords, qu'on avait déjà eu en Deluxe, qui montrait un petit peu la confrontation, la réorganisation du monde des mutants face à leurs cousins de Harako, l'autre île mutante, vachement plus violente, etc. Je vous invite à regarder nos précédentes vidéos pour en apprendre un petit peu plus, et qui amènera l'autre crossover de X-Men Hellfire Gala, qui va nommer une toute nouvelle équipe d'X-Men votée démocratiquement par tous les mutants de l'île. Donc du coup un programme très très chargé.
qui nous montre que Jonathan Hickman en a vraiment dans la caboche et souhaite vraiment nous proposer quelque chose de très ambitieux qui nous parle d'évolution, de transhumanisme, de médical et de plein de choses vraiment passionnantes. Donc c'est vraiment super chouette. Jonathan Hickman, lui, après ce deuxième volume, on le retrouvera une dernière fois avec la saga Inferno, qui va ressortir en version Deluxe l'année prochaine, qui va montrer, qui va lui permettre, disons, de mettre un point final à certaines idées que lui avait, à ouvrir sur beaucoup d'autres choses, et surtout à nous fucker complètement le cerveau en nous révélant quelque chose qui va remettre vraiment en cause tout ce qu'il nous avait déjà parlé. Mais ça, je vous laisse le soin de le découvrir en lisant Inferno, et si vous savez, vous savez. Mais voilà, donc voilà, toujours super chouette. Et on a aussi droit au deuxième volume de New Mutants, qui s'intéresse aux autres générations de X-Men, car comme vous le savez, les New Mutants sont arrivés assez tôt dans l'univers des mutants, après que Charles Xavier ait laissé un petit peu la mainmise à Cyclope et à une nouvelle génération au début des années 80. Charles Xavier avait décidé de retravailler avec de nouveaux personnages, de former de nouveaux mutants. Et c'est un concept qui va vraiment revenir assez souvent dans l'univers Marvel, souvent de présenter une nouvelle génération, parce que le principe des X-Men, c'est aussi de nous proposer une vision du futur, et quelle meilleure manière de former le futur que de former de nouvelles personnes. Et l'ambition de cette série New Mutants, c'est de faire la synthèse un petit peu de toutes les équipes et de tous les personnages, disons, jeunes mutants qu'on a pu avoir au fil des ans. Parce que évidemment, au fur et à mesure, il y en a certains qui grandissent, certains qui rejoignent d'autres équipes et tout ça, et ça permet de voir un petit peu qu'il se passe pour certains, comment certains se sentent les premières générations par rapport aux autres X-Men, est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir grandi ou pas, comment se sentent les générations suivantes qui ont du mal à trouver leur place. Toutes les réponses sont dans ce New Mutants, scénarisé par la très 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 bonne créatrice Vita Alaya, qui est vraiment quelqu'un de super chouette, qui a, je trouve, une très très belle écriture et qui fait vraiment des merveilles sur les New Mutants. Je trouve qu'elle a une écriture très, dans la lignée de ce que pouvait faire un Chris Claremont, c'est-à-dire qu'il met toujours l'accent sur ses personnages, sur leurs émotions et sur leur parcours, et c'est vraiment super chouette. Et en plus, ce volume-là, il est illustré par le génialissime Rod Reiss, comme pour le premier volume, qui est un auteur qui a un style, moi je trouve, très proche d'un Bill Sienkiewicz. Du coup, c'est très à propos pour parler des nouveaux mutants, et qui nous propose vraiment une des séries sans doute les plus hétéroclites et les plus étranges de cette ère des X-Men, mais aussi une des plus attachantes et les plus réussies. Donc voilà, New Mutants par Vita Alaya, c'est mortel, mangez-en. Et pour terminer cette petite présentation, on va faire un petit tunnel dédié aux dernières intégrales sorties chez Panini, notamment beaucoup de très attendus. La deuxième dédiée au personnage de Deadpool, de Wade Wilson, consacré à ces années 1994 et 1997, et qui nous présente vraiment vraiment la naissance, la maturation complète du personnage. Deadpool, je vous le rappelle, c'est à l'origine un antagoniste créé par Rob Liefeld et Fabian Nicieza dans les pages de X-Force, qui ont fait vraiment un ennemi caractéristique de l'époque. Il a des gros flingues, des katanas, il parle comme un charretier et utilise sa verve comme une véritable arme afin d'ennuyer ses adversaires. Et le personnage, inspiré à la fois de Spider-Man et de Deathstroke de chez DC Comics, va avoir un sacré succès, d'abord par son design particulièrement réussi, et aussi par le côté nonchalant du personnage, le côté pince sans rire qui sévit beaucoup de lecteurs. Très vite, Deadpool va avoir des séries, mini-séries à son nom, un petit peu à la manière de Wolverine, pour développer un petit peu le concept du personnage et voir s'il prend. Il aura deux mini-séries à son nom. Une première scénarisée par Fabian Nicieza et dessinée par comment s'appelle-t-il, j'ai un petit trou, par Joey Madureira, voilà, et une deuxième scénarisée par Mark Waid et dessinée par Ian Churchill, qu'on peut retrouver dans cette deuxième intégrale, et qui termine de donner les bases un peu du perso. Et après ces deux mini-séries et quelques apparitions en guest dans d'autres aventures, notamment pour Wolverine, pour les X-Men, pour les Defenders, Deadpool va avoir droit à sa propre série, une série vraiment à son nom, une série continue qui n'a pas de fin programmée. Et pour ça, à l'époque, Marvel va aller chercher deux petits genoux
qui n'ont pas encore trop fait leur preuve dans le monde de la bande dessinée et qui vont pouvoir complètement se lâcher sur Deadpool. Ces deux auteurs, ça va être Joe Kelly et le dessinateur Ed McGuinness, qui vont vraiment prendre à bras le corps le personnage et surtout qui vont se poser, pour moi, toutes les bonnes questions. Toutes les bonnes questions parce que Joe Kelly, à l'origine, lui, il va plus ou moins accepter le travail parce que lui, il commence et il a quand même envie de faire un petit peu son tronc, mais Deadpool, à la base, il s'en fout. Il dira même qu'il détestait le personnage. Il trouvait qu'il n'avait pas de personnalité, qu'il était un peu chiant, que lui, ça lui plaisait pas. Et du coup, bon gré mal gré, il va décider de s'y attaquer et au contraire, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rendre le personnage beaucoup plus sympathique, beaucoup plus drôle. C'est lui qui va vraiment faire de Deadpool un personnage comique, un personnage qui brise le quatrième mur et surtout un personnage qui est très entouré. Parce que Deadpool, si on le laisse juste seul à soliloquer comme un imbécile, c'est vite très ennuyant. Mais ce qui est particulièrement génial avec le perso, c'est de le mettre en contraste avec d'autres personnages et de lui créer une véritable petite bande autour de lui. C'est ce que les films avaient choisi de faire, par exemple. Et à partir de là, ça va vraiment devenir super cool. Et le trait très cartoon de Ed McGuinness va particulièrement aider à tout cela et va lancer une série vraiment assez longue et super chouette. Et on va pouvoir retrouver les premiers épisodes de cette série qui vont vraiment forger à tout jamais la personnalité du personnage dans cette deuxième intégrale de 94 et 97 que je vous recommande déjà si vous êtes un enfant des années 90 et que vous voulez retrouver toute cette bonne énergie, et aussi si vous êtes un grand fan de Deadpool et que vous souhaitiez retourner un petit peu aux sources et surtout que vous souhaitiez avoir une très bonne histoire sur le personnage, parce que cette série du scénariste Joe Kelly et de Ed McGuinness, elle est particulièrement réussite et particulièrement chouette. Donc moi, je vous la recommande. Joe Kelly, c'est un scénariste qui est vraiment particulièrement doué pour donner de la vie et une dimension en fait un peu plus tragique à ses personnages. On l'avait notamment retrouvé sur la Justice League dans des rééditions assez récentes chez Urban Comics. C'est un auteur qui a écrit du Spider-Man dans les années 2000, qui a participé à faire beaucoup de dessins animés pour Marvel ces dernières années et qui surtout en indépendant nous avait régalé et fait pleurer avec l'ouvrage I Kill Giants, qui est disponible chez iComics, donc vraiment un auteur très très bon et qui propose vraiment un Deadpool comme on ne le verra plus jamais de la même manière. Autre série des années 90 est liée aux X-Men qui nous vient cette semaine avec une toute première intégrale inédite. Je veux bien sûr parler de la première édition enfin de Generation X qui va regrouper les années 1994 et 1995 pour l'équipe. Alors, qu'est-ce que c'est donc que Génération X ? Génération X, comme j'ai un peu pu déjà vous en parler avec les New Mutants, ça fait partie en fait de ces nouvelles équipes de jeunes super-héros que Marvel va lancer dans les années 90 pour donner un petit peu de sang frais à tout ça, pour tenter de parler à une nouvelle génération de lecteurs. Et surtout en fait au milieu des années 90, vraiment Marvel, il se pose la question de comment en fait moderniser leurs histoires, leurs personnages, et de comment vraiment être au diapason de l'époque en fait, comment vraiment les années 90, ça a été des années vraiment de bouleversement sur plein de choses, que ce soit économique, social, politique, philosophique, et peut-être que certains personnages étaient devenus un petit peu trop vieux pour parler à cette jeune génération, complètement allumée, et Marvel du coup a proposé plein de nouvelles choses pour aller dans ce sens, notamment la série des New Warriors, qui était ressortie en intégrale il n'y a pas si longtemps durant le courant de l'année, et notamment cette série Generation X, qui va être scénarisée par le scénariste Scott Lobdell, qui était déjà à l'époque le scénariste continu des X-Men à la suite de Chris Claremont, et dessiné par un Chris Bachalo qui fait alors ses débuts, en tout cas ses véritables débuts chez Marvel. Generation X, en fait, le principe, ça va être de voir Emma Frost, la reine blanche du club des damnés, devenir, une des nouvelles professeurs de l'Institut de Charles Xavier, en compagnie du Hurleur, et qui vont tenter chacun, tous les deux, en fait, de se faire pardonner peut-être leurs égarements passés. Emma Frost, elle a été une vilaine pendant très longtemps, maintenant c'est vraiment un des personnages centraux des X-Men, mais elle va tenter justement de se faire pardonner ce qu'elle a pu faire précédemment en formant cette nouvelle génération avec plein de super nouveaux personnages assez sympas. Il y a Sync, il y a plein de persos vraiment sympas, je vous avoue qu'il y a Jubilé qu'on peut voir. Il y a plein de trucs. Je vous avoue que je ne me rappelle plus exactement du nom de tout le monde parce qu'il y en a pas mal. Mais en tout cas, c'est vraiment super cool. Et en plus, cette nouvelle dynamique des X-Men va être mis en image par l'auteur Chris Bachalo, qui est un auteur vraiment indémodable, surtout, mais qui
unique, qui a vraiment un style hyper expressionniste en fait, qu'il avait déjà mis à profit en fait chez DC Comics pour le label Vertigo, en signant beaucoup de chapitres de Sandman ou de la série. C'était quoi d'autre qu'il avait fait? J'ai un petit trou, il avait aussi fait Shades de Changing Man, excusez-moi, par Peter Milligan, et du coup qui est à la base un auteur un petit peu underground, qui du coup va parfaitement s'adapter à ce nouveau ton en fait un petit peu des années 90, cette nouvelle énergie complètement punk, complètement virevoltante que cette nouvelle génération doit donner au lecteur. Et c'est vraiment cool, et Scott Lobdell, qui n'est pas forcément le plus grand scénariste du monde, réussit vraiment à nous attacher à cette équipe-là et à nous proposer plein de trucs sympas. Donc vraiment, si... déjà, j'imagine que si vous étiez lecteur à l'époque, ça doit être un bonheur de retrouver Generation X. Et si c'était des choses que vous n'aviez jamais lues, franchement, jetez-vous dessus parce que c'est vraiment super cool. Comment dire, artistiquement, c'est au top. C'est vraiment super cool. En plus, Chris Bacalo à l'époque, il était adjoint de l'encreur et dessinateur Mark Buckingham pour l'aider à l'ancrage. Mark Buckingham, je vous le rappelle, c'est le dessinateur de Fable. Donc quand même, ça rigole pas. Le dessinateur de Fable et de Sandman qui font du X-Men, quand même, c'est quand même mortel. Et je vous dis, il y a vraiment une belle énergie dans tous ces persos. Beaucoup de persos qu'on voit, disons, revenir et ressurgir assez récemment dans les pages des X-Men. Donc voilà, plein de choses. Pour cette première intégrale, Panini Comics ont fait le choix de nous proposer à la fois les premiers épisodes de la série, mais également en préambule, le crossover en fait du complot Phalanx, déjà scénarisé par Scott Lobdell et dessiné par Joe Madureira et Adam Kubert, qui lançait plus ou moins le concept de Génération X et qui rassemblait tous ces beaux personnages. Donc voilà, une excellente série de l'époque que je vous enjoins à dévorer de ce pas. Et enfin, on va passer très rapidement sur la dernière intégrale. Je veux bien sûr parler de celle dédiée au personnage de Captain America et des années 1941 et 1942, du coup des années assez charnières pour l'histoire de l'Amérique et l'histoire du personnage, réalisé par ses créateurs, Joe Simons et Jack Kirby, qui mettent toujours beaucoup de cœur à l'ouvrage et qui surtout continuent de forger la légende de ce bon Steve Rogers en plein milieu de la guerre contre le Führer. Et bien voilà, en vous remerciant de nous avoir écoutés, j'espère que vous réussirez à trouver plein de choses qui vous intéressent dans toutes ces belles sorties. Comme vous le voyez, il y a vraiment plein de trucs mortels, donc n'hésitez pas à aller les retrouver dans le descriptif de la vidéo où on en rend visite au 49 rue La Cépède à Paris. C'est avec énormément de plaisir qu'on parlera de tout ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines présentations et à nous laisser des petits commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé, quels sont les ouvrages sur lesquels vous allez vous jeter en premier. Je veux tout savoir. Dites-nous vous, quelle était votre série X-Men culte des années 90? Est-ce que vous êtes ravis de voir le retour de Génération X? Vraiment, dites-nous tout. Et en attendant, moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.